Moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Nous sommes deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté nos vies parisiennes pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, nous parlerons d'identité, de carrière professionnelle, de relations humaines, de féminisme ou de santé mentale, de culture et de sujets qui nous tiennent à cœur. Cette saison, petite nouveauté. Nous recevrons des personnes inspirantes pour des discussions intimes. Aquaba! Pour ce deuxième épisode de la saison 2, le travail remettre l'humain au centre, nous accueillons Aniela V. Kwaku, spécialiste en ressources humaines et fondatrice du cabinet Agiloya Afrique, pour une discussion en deux parties. Dans la première partie, nous commencerons par revenir sur sa rencontre avec les métiers des ressources humaines et son retour en Côte d'Ivoire. Pour la deuxième partie, Aniela répondra à nos questions de la saison 1 sur le rôle des RH, elle nous donnera des conseils pour la gestion des équipes et se sentir aligné au travail. Bonne écoute. Salut Bi, ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va, hein. On va démarrer ce deuxième épisode de Madame attrape ton cœur, saison 2. Et on va commencer par les nouvelles. Quelles sont tes nouvelles ? On commence par toi. Mes nouvelles. En fait, tout m'énerve en ce moment. Aïe. C'était pas ce que j'avais prévu de dire en nouvelles, mais aïe, voilà. Aïe. Donc, je pense que je suis arrivée à un stade où il faut faire une pause. Et c'est en lien aussi avec tout ce que j'ai lu dans la presse ces derniers temps sur les salariés en crise, fatigués. Même un truc qui est sorti là, l'OMS qui dit, c'est que les gens qui travaillent plus de 55 heures par semaine ont plus de chances de faire un AVC ou une crise cardiaque. Et en fait, j'ai vu ça, mes collègues en parlaient. Ouais, vas-y, pardon. C'est hyper choquant parce que en gros, c'était ça veut dire là genre 35% de plus de chances de faire un AVC. C'est énorme. Et je viens d'une boîte où on a perdu notre boss comme ça. Et tu sais, quand t'es arrivé à la saturation, même le gars qui te dit bonjour, t'as envie de monter en l'air. Giflé. Ouais, bon. Je suis à ce stade. Il est temps de faire un break. Je pense qu'il est temps de faire un break. D'accord. Et toi ? Ah ouais, donc c'était ça tes nouvelles, quoi. Ouais. Eh ben, dis donc. Alors moi, comme vous le savez, chaque fois que moi j'ai des trucs à faire, je vous saoule tous avec. Le TEDx de Trècheville qui a eu lieu le mois de mai, là, tout récemment. Et moi, j'ai adoré parce que bon, j'aime bien ce genre de truc. C'était des talks hyper inspirants et même les angles d'approche étaient étaient inattendus en fait. Il y a des gens on savait pas trop de quoi ils allaient parler, mais la manière dont ils ont présenté le thème, qui était les ressources, était bien amené et c'était vraiment très sympathique. Et moi, mon kiff dedans, c'est un chercheur ivoirien qui fait des études sur la sargasse, qui est l'algue qui pollue le plus les plages ivoiriennes en ce moment. Et il expliquait que la sargasse pouvait être utilisée pour faire du papier parce qu'elle a un pourcentage élevé en cellulose, ou encore elle pouvait être utilisée pour faire du biogaz. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc c'est vraiment moi c'est mon dada, tout ce qui est valorisation des déchets et des sous-produits. Donc franchement j'ai trouvé ça trop cool. Et en plus je savais même pas, mais c'est aussi une problématique qui touche beaucoup la Martinique et les Antilles. Ils sont souvent envahis de sargasses et ça pue, ça dégueulasse les plages et tout. Et la surpopulation de ces algues-là est principalement due au réchauffement climatique, comme vous le doutez bien. Donc voilà. Et donc ils ont aussi parlé de ressources humaines et comment les ressources humaines étaient très liées à la technologie, chose que certaines de nos boîtes ont tendance à oublier, n'est-ce pas ? Ils croient que, c'est vrai que une entreprise est faite de ressources humaines, mais il faut aussi leur donner les moyens pour bien faire leur travail. Donc voilà, c'était tout pour mes nouvelles. Dans le fameux TEDx. Ouais, donc moi j'ai kiffé. J'ai bien aimé. Bon, on espère que plus tard, c'est toi qu'on verra sur scène. Inch'Allah. TED Talk, hein, pas TEDx, TED Talk. Oui, vous avez entendu. C'est son TED Talk. Storytelling à l'américaine. Je sais pas ce que tu nous raconteras, mais ce sera intéressant. T'inquiète, je vais raconter. Ce qui est sûr, vous allez m'entendre.
Inch'Allah. Bonsoir Agnella, comment ça va? Ça va très 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 bien. Et vous? Ça va, écoute, encore une fois, merci de nous avoir accueillis dans tes locaux. Avec déjà de joie. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous et notre entretien. Donc, on t'avait en tête depuis 1 an. Faut dire ce qu'il ça est. fait 1 an. Ça fait un an. donc Ah ouais. ça. Donc on est super heureuse de t'avoir Ouais, pour ce deuxième c'est épisode c'est ça. où on attend de toi pas mal de choses. Déjà de revenir sur ton parcours Ok. qui est super intéressant et aussi de profiter de ton expertise en tant que personne spécialisée dans les ressources humaines pour qu'on explore toutes les questions qu'on avait lors de notre saison 1 qui sont restées sans réponse. Donc on espère avoir des réponses, voire avoir des nouvelles questions. Exactement. Écoutez, je vais essayer d'être à la hauteur. En tout cas, fidèle à ce que je suis et puis partager toujours avec joie et puis maximum d'authenticité ce qui est. Et puis voilà, en espérant que ça parle à tout un chacun. Bravo pour votre projet aussi. Ah bah merci, merci, ça fait plaisir. Donc nous, on te connaît sur plusieurs casquettes. Donc femme entrepreneur, spécialiste des ressources humaines, mais je pense que t'es la mieux avisée pour nous donner toutes tes casquettes, que ce soit professionnelles ou personnelles. Toutes tes slash. Voilà. Il y a même des slash que Ouais, je c'est découvre. Agnella slash, tout est slash, faut tous les savoir. Agnella slash défi. Ouais. Voilà. Agnella slash défi, Agnella slash découverte. D'accord. Voilà. Je suis entrepreneur, c'est comme ça que je me définis en premier. Entrepreneur, une personne qui entreprend, qui a certes une vision, qui essaie de se donner les moyens de pouvoir donner vie, on va dire, à cette vision, portée par des personnes aussi à qui les choses et ces projets parlent, hein. Je suis pas toute seule et je remercie ces personnes bienveillantes qui m'accompagnent. Entrepreneur dans les ressources humaines, c'est vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, les ressources humaines, tout ce qui est en lien avec l'humain, ça m'a toujours particulièrement touchée et parlé, parce que voilà, je remercie ma maman qui, plutôt que de me laisser traîner au lit le samedi matin ou pendant les vacances, traîner sur le canapé, regarder la télé ou à pas faire grand-chose, me disait bon, écoute, tu me suis à la société, faut en entreprise, et puis comme ça, tu auras 2-3 choses à faire. Et en fait, ces 2-3 choses à faire m'ont aidé sur le questionnement de qui je suis et qu'est-ce que j'avais envie de faire véritablement, quoi. C'est-à-dire que j'étais en stage avec elle, à parcourir les murs des entreprises, à observer les hommes et les femmes aller et venir, et puis surtout à voir qu'il manquait de lumière dans leur regard. Il manquait de joie de vivre. Et quand on est enfant et qu'on observe ça, on se dit, mon Dieu, c'est ça la vie d'adulte. C'est comme partir à l'abattoir, en fait. C'est terrible. Donc, voilà, j'étais cette petite à qui on faisait pas forcément attention au début, hein. Enfin, au début, si, mais au bout de 2-3 minutes, c'est vas-y, occupe-toi, et puis moi, je continue à faire mes trucs. Sauf que quand les autres continuaient à faire leurs trucs, entre guillemets, moi, je continuais à les observer. Et je voyais comme ça que certains ne faisaient pas ce pourquoi ils étaient embauchés. J'en voyais qui jouaient au solitaire toute la journée. Vous savez, à l'époque, il y avait les ordinateurs avec l'écran rond, là. Je voyais tout ça. J'avais capté un petit peu. J'avoue que j'étais un peu comme ça. Mais au-delà de ça, je me disais, mon Dieu, est-ce que ces personnes ont conscience de ce qu'elles sont? Est-ce qu'il n'existerait pas un métier qui permettrait d'accompagner, en fait, quelque part, chaque être à avoir conscience vraiment de ce qu'il est pour trouver sa juste place et puis vibrer de ce qu'il est. C'est comme ça que j'ai évolué dans les ressources humaines, même sur un plan personnel aussi. Je recevais souvent les copines à la maison. Faut dire que quand on est enfant et adolescent, on a des problèmes existentiels, hein, faut se le dire. Moi, j'aimais bien les recevoir, les allonger sur le canapé. Franchement, le canapé de mes parents ont souffert. Vraiment. Et écouter leurs problèmes et essayer de trouver des solutions,
en fait. Et finalement, la vie d'adulte, elle a à voir avec tout ça. Donc j'en ai fait un métier, d'abord le recrutement, parce que c'est via le recrutement qu'on identifie la personne qu'il faut pour un environnement, et aller plus loin et pas juste se dire la compétence technique, parce que finalement une compétence technique, ça s'acquiert, c'est être dans l'action, c'est faire, c'est aussi des connaissances, mais il y a tout ce qui est comportemental, tout ce qui a à voir avec l'être. Et en fait, quand on est dans l'action, c'est l'être qui agit, et si on ne sait pas qui est l'être, c'est un peu particulier d'agir sans connexion. Donc, grosso modo, recrutement, en cabinet. D'ailleurs, mon rêve, et j'en parlais ce matin à un rendez-vous, c'était d'intégrer un gros cabinet de la place spécialisé, entre guillemets, on va dire, pour le continent africain. Ça ne s'est pas fait. Et puis, c'était très douloureux pour moi parce que j'avais en fait un projet A, mais pas de projet B. C'est-à-dire que comme j'ai échoué à ça, je me suis dit, ça y est, ma vie, elle est finie. Mais en fait, cette expérience-là, enfin, cet échec a été une vraie expérience. Et je m'en suis rendu compte un peu plus tard de ce que finalement, elle a contribué à créer ce projet d'entrepreneuriat qui est Agiloya Afrique, qui va avoir bientôt 3 ans et qui a pour ambition d'accompagner des hommes et des femmes, accompagner des entreprises. Mais quand on accompagne des entreprises, c'est qu'on accompagne des hommes et des femmes parce qu'il y a des entreprises, seulement parce qu'il y a des hommes et des femmes qui les portent, à plus de conscience, savoir vraiment ce que je suis, ce qui me motive, mon carburant, je dirais, naturel, pour identifier des métiers dans lesquels qui peut me permettre de me réaliser quelque part et créer de la valeur ajoutée et un cercle vertueux à la fois pour moi et pour l'environnement. Voilà. Synthétiquement, après, bon, l'expérience, elle est longue, mais j'ai commencé en tant que recruteur dans des cabinets, des expériences agréables, un peu moins agréables, mais ce que j'ai tendance à dire, c'est que bon, ce qui est agréable va valider, ce qui est moins agréable est une expérience, et puis on peut toujours en faire une force pour rebondir. Voilà, donc expérience professionnelle surtout en France. Moi, je le dis souvent, je me considère comme une anomalie en France parce que voilà, pour tout un tas de choses, le système peut être avantageux pour certaines choses, mais peut-être pas très avant-gardiste pour d'autres. Et quand on se couche et qu'on se lève le matin et qu'on a une idée, on se recouche, on en a une autre, c'est difficile d'être épanoui, en France. Voilà. Donc après la France, la vie fait que il y a l'appel du continent africain, qui est le continent qui m'a vu naître, parce que je suis d'origine de Côte d'Ivoire et de Madagascar. Et je reviens vraiment un peu mitigée, et puis finalement l'expérience elle fait que je vais me reconnecter à ce continent, à mon pays qui est la Côte d'Ivoire, continuer à apprendre humainement surtout. En termes de technique aussi, mais surtout l'humain. Et puis voilà, quand il était plus possible de repousser la vision, Agiloya Afrique est née. Agiloya Afrique est née dans la douleur, faut le dire. C'est comme enfanter un enfant, moi je le dis, l'entrepreneuriat, voilà. Et dans la douleur, mais bon, voilà, l'aventure elle continue et il y a de beaux succès, il y a de beaux miracles chaque jour, beaucoup de difficultés aussi, mais c'est ce qui donne au chemin sa saveur et sa valeur. Donc je me définis d'abord comme une entrepreneur. J'aurais pas cru me définir comme ça il y a 6-7 ans, parce que l'entrepreneuriat me faisait peur, mais extrêmement peur. Et puis ce que je dis souvent, c'est qu'entreprendre, c'est donner vie. En parlant de vie, je suis maman de deux petits bouts de chou adorables, enfin bouts de chou plus vraiment, mais bon, ils sont un peu grands quand même, mais bon, ça reste quand même mes bébés. Donc un petit garçon, Raphaël, qui a 8 ans, et puis une petite fille qui va avoir 6 ans et qui les attend avec impatience, ses 6 ans, Axel, 9 juin prochain. Et puis bon, si on compte le mari, on va dire 3 enfants. Mais bon, on s'accompagne, mais des fois on sait plus trop, mais bon. On s'accompagne dans la vie et puis voilà, la vie est fabuleuse, on prend le package comme ça. D'accord. Ouais, c'est super. Ouais, c'était une belle introduction. Ouais. Et justement, on va rebondir là-dessus et je vais te demander quelle est l'histoire de ton retour. Ah là là, l'histoire de mon retour. Ouais, ça c'était très marrant. Je me souviens, j'avais assisté à un webinar et tu racontais l'histoire, j'ai dit mais
Je dis ok, d'accord. Une histoire rocambolesque. Ouais, Ouais. allez, vas-y, je la mets sur la liste. Ah ouais. Bah ouais, parce Voilà, qu'après, vraiment. tu m'en as parlé, j'étais, ah ouais, mais il faut trop qu'on en parle. Bah ouais. Ah, l'histoire de mon retour. L'histoire est particulière parce que, en vérité, quand ce groupe-là que je ciblais depuis, on va dire, mes années études, me dit que je n'aurai pas le poste. Voilà, parce que s'il faut remonter à cette histoire, on repartira depuis là-bas. Ils me disent, alors que je suis en bout de course, je suis finaliste, on était plusieurs centaines. Bon, après, les cabinets, ils disent ce qu'ils veulent. Mais bon, moi, on me dit oui, on a été des centaines, on arrive finaliste, il y a vous. C'était une période où j'étais d'ailleurs en Erasmus, j'étais en Allemagne. J'ai économisé mon petit argent d'étudiant pour repartir à Paris, parce que le siège était à Paris, à faire plusieurs entretiens, me disant, ça y est, c'est bon, mon rêve dans la poche. Et puis, comme on dit, le gourmand de ça a été terrible. Terrible, vraiment, c'était terrible parce que moi, je me prépare à me dire que ça va être moi. Surtout, il y a des consultants dans ce cabinet qui me disent, oui, c'est vous, vous êtes retenu. Et en fait, le PDG m'annonce que ça n'est pas moi. Et là, c'est la douche froide. Et je me dis, je vais jamais m'en remettre, c'est pas possible. Et en fait, je lui demande pourquoi. Enfin, déjà, comment c'est possible que ce soit pas moi? Déjà, vous voyez l'ego, bien chicoté, là, entre mains à ta place. Comment ça, c'est pas moi? Et qu'est-ce qui explique ça? Et il me dit, on ne sent pas assez l'Afrique en vous. What? Ouais, il me dit ça. Il me dit, on n'a pas assez senti l'Afrique en vous. Et en fait, ce monsieur, parce que c'est un monsieur, je le remercie parce que j'en ai fait, je vais pas dire un mantra, mais je l'ai entendu tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, créer cette aventure sur le continent africain, pour les Africains et pour les entreprises africaines, en tout cas implantées sur le continent. Et donc, le plan B, qui n'était pas un plan B, qui était vraiment on va dire le plan de désespoir, c'était ma cocotte, t'es en France, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire recruteur pour les cabinets européens. Je peux vous dire que vraiment, ça me faisait pas du tout rêver, ça me faisait pas du tout palpiter. Puis il y en avait, comme par hasard, plusieurs qui me proposaient un poste. Et je me suis dit, je vais y aller, mais c'était un peu à reculons. Et en fait, j'ai développé vraiment des connaissances. J'ai été très challengée parce que mon premier poste, c'était un poste de stagiaire et c'était une période où c'était en 2008-2009, il y avait la crise et on embauchait très peu de CDI. Et en fait, on recrutait des stages écoles de commerce pour remplacer quelque part ces CDI-là. Donc moi, quand j'arrive dans ce cabinet, du jour au lendemain, on me dit maintenant tu vas chasser des ingénieurs en démantèlement nucléaire. Je dis ça, c'est quoi ça? Voilà pourquoi je voulais pas faire ça pour la France. Je voulais pas faire ces choses-là pour l'Europe. Je me suis dit tous ces métiers un peu machin et tout. Et puis il y a pas de démantèlement nucléaire en Afrique. Bref, je me dis mon Dieu, ça y est, c'est bon, ça commence. Mais quelque chose me dit accroche-toi. Et en fait, je me suis accrochée comme ça. J'ai évolué dans un autre cabinet où j'étais dans différents secteurs d'activité. Bon, toujours pas pour l'Afrique, toujours pour l'Europe, mais très très riche aussi. Mais il me manquait quelque chose. Enfin, je me sentais quelque part nourrie, c'est vrai, de connaissances, mais ça palpitait pas en fait à l'intérieur. C'était accumuler des connaissances, de la technique, des processus. Les rudiments du recrutement, très process, très pro, mais ça vibrait pas. En fait, à l'intérieur, ça vibrait pas. Et donc, je prends une autre expérience dans un autre cabinet où, je fais le tour, je touche à différents secteurs d'activité. Et je vais pas dire que c'est rare dans les cabinets, mais vous savez, beaucoup de cabinets qui se spécialisent. C'est-à-dire que quand on est spécialisé dans les métiers de la banque, en général, on y reste. L'industrie, on y reste. Moi, j'ai touché à tout. J'étais vraiment la bête étrange qui allait dans tous les départements. Et les gens se disaient, mais bon, qu'est-ce qu'elle a, elle? Enfin bon, bref. Et au bout d'un moment, dans ce cabinet, il y a un département qui s'appelle Talent Management, où en fait il est question d'accompagnement véritable en fait. C'est-à-dire que on fait tout ce qui est prestation de bilan de compétences, d'évaluation, d'assessment, de coaching. Et ça me parle, mais grave, quoi. Sauf que dans ce département, les profils, ce sont des psychoprates. Donc, ce sont des psychologues. Donc, moi, avec mon école de commerce, je suis mignonne, mais non, en fait, pas du tout.
Mais bon, Agnella, sa tête dure, elle se dit non, moi je veux aller là-bas, je veux aller là-bas. Et en fait, il n'y avait pas de possibilité du tout d'évolution dans le département recrutement où j'étais. Et je lançais des regards comme ça noirs à mon manager tous les jours. Et quand il passait, même il m'évitait comme ça. Et puis à un moment, un jour, il décide d'approcher la directrice du talent management. Et puis je passe un assessment qui révèle qu'il y a des prédispositions pour évoluer vers ces métiers-là. Et puis bon, ce que je dois dire aussi, c'est que j'avais fait un peu de psychologie avant mon école de commerce quand même, mais bon, ça, c'est pas comparable. Voilà, quand on est psychoprathe, on est psychoprathe, quoi. Ouais. Donc ça a beaucoup joué. J'ai beaucoup appris. J'ai accompagné des cadres, des dirigeants. Désolée, mon histoire est un peu longue, mais c'est vraiment pour vous raconter un peu le parcours et qu'est-ce qui explique en fait les différentes étapes. Donc je passe beaucoup de temps à apprendre aux côtés de seniors. Et quand j'intègre ce département-là, qui est vraiment le département, c'est-à-dire que dans ce cabinet, il y avait les recruteurs et puis il y avait le talent management. Voilà, c'est quand on est arrivé là-bas, c'est fini. Enfin, on est en plane en fait. Et moi, j'arrive et j'avais 24 ans. 24, 25 ans et la moyenne d'âge c'est 40 ans. C'est 40 ans. Ah oui, non, c'est des seniors. C'est vraiment des seniors. On était 2 bébés juniors comme ça. Une consultante qui est devenue une très très bonne amie, elle 22 ans, petit génie là, et puis bon moi, la bête étrange, mais bon qui arrive quand même, et on s'est régalé. Donc je suis quand même à une étape de ma vie où je me dis en fait finalement c'est pas si mal. C'est vrai que c'était mon plan B d'être en France, enfin en tout cas d'être dans un cabinet en France pour l'Europe, mais finalement je suis dans les métiers de l'accompagnement et en fait dans l'accompagnement on impacte quand même, on accompagne les gens et il y a quand même un pouvoir, hein, faut le dire, faut l'avouer. Et paradoxalement à ce moment-là dans ma vie personnelle, donc avec mon conjoint qui est binational, qui lui a passé une partie de sa vie en Angleterre et qui était presque en dépression dès qu'il s'installait en France parce que il se retrouvait pas du tout. Il était question tout le temps de revenir en Côte d'Ivoire et moi revenir en Côte d'Ivoire, je sais pas comment vous dire, c'est quelque chose qui me faisait trembler quoi. Mais tout le corps, c'est-à-dire je pouvais pas entendre ça et j'essayais de l'accompagner dans le fait de trouver des opportunités vu que j'étais recruteur moi-même aussi qui pourraient permettre de repousser l'échéance. Voilà, faut dire ce qui est, c'est plus repousser l'échéance qu'autre chose. Et en fait, ça n'allait jamais. D'entreprise en entreprise, il y avait toujours le mal du pays, des limites. C'est lui, pour le coup, c'est vraiment un entrepreneur dans l'âme. C'est-à-dire qu'il se couche, il se lève, il a une idée, il se couche, il se lève. Et un jour, je me suis dit, mais toi, un jour, tu vas plus te réveiller là, ce sera moi. Juste pour me dire, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible. Assieds-toi tranquillement dans une société, on va vivre une vie paisible. Mais enfin, non. Enfin bon. Parce que moi, professionnellement, ça allait quand même. Enfin. Et puis bon, pas trop à plaindre, hein. On a 1 ou 2 enfants donc en France, 25, 26 ans, propriétaire aussi, enfin bon, toute petite maison, mais bon, voilà. Et puis bon, ce mal grandissant, la vie personnelle fait qu'on se retrouve pas trop. Oui, on devient un propriétaire, oui, on a une voiture, mais tout ça ne remplit pas le vide en fait qu'il y a. Il y a toujours un vide. Et plus galère même encore, je pense que vous savez ce que c'est le problème des gardes d'enfants en France. Hein. Donc voilà, la vie m'amène ça. Moi j'ai mes 2 petits, ma dernière qui naît. Et puis bon, en fait, les mettre dans le système de nounou, si on arrive, enfin nounou assistante, en tout cas si on arrive à en avoir une qui est bienveillante et tout, on en a peur pour pas moins de 2 000 € net. Oui, ça coûte super cher. Donc voilà, Agnella, veux-tu être mère au foyer? Non, pas du tout. Bon, et puis non, j'ai pas la patience, enfin garder les enfants tout le temps, enfin non en fait. Et puis on se dit, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de rater des opportunités? Est-ce qu'il a pas raison? Le climat aussi du terrorisme, c'est l'apothéose en France, hein, avec Charlie, avec tout ce qui s'ensuit, et on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? Est-ce qu'on va pas se mettre dans un cocon en fait, à Abidjan en France? Bon, moi je suis mitigée, mais je me dis, meuf, t'arrives plus là, t'es à court d'arguments, tes enfants, tu peux pas les garder, bon, bref, c'est compliqué.
On appelle les parents, tout ça, ça y est, c'est bon, c'est clair dans la tête, on est motivé, on veut rentrer. Bon, lui, bien sûr, il prend les devants parce qu'il a toujours voulu rentrer. Et moi, je me dis pas que je vais rentrer, je me dis je vais aller m'installer. Voilà. Ça passe un peu plus, c'est plus doux, c'est plus, voilà. Et tous les amis qui disent vous rentrez, puis à chaque fois je dis pardon, on rentre pas, on va tenter. Voilà, donc c'est comme ça que fin 2015, tous les deux on a nos opportunités professionnelles. Lui, il avait envie d'entreprendre, mais les parents nous disaient écoutez, vous allez revenir dans un pays que vous ne connaissez plus. Même si vous êtes rentrés, on avait l'habitude de revenir souvent, on revenait 2 à 3 fois par an, ce qui est quand même pas mal. On revenait dans une bulle et on revenait 10 jours, c'est pas vivre. C'est pas du tout vivre sur le territoire, c'est pas du tout vivre, c'est pas être au day-to-day, être baigné dans la réalité, c'est pas du tout ça. Donc on se dit pourquoi pas une activité salariée, ce qui m'allait très bien parce que moi j'avais pas de rêve d'entrepreneuriat et avant d'entreprendre. Et donc c'est ce qui se passe, on a nos opportunités, on sacrifie un peu nos salaires, faut dire ce qui est. Mais bon, on retrouve autre chose, on retrouve les parents. Moi, j'ai le souvenir d'avoir grandi bercé par ma grand-mère et je me dis, je vais pas priver mes enfants de ça, quoi. Je vais pas priver mes enfants de ça. Même si a priori c'était un peu plus l'éclate professionnellement parce que j'apprenais beaucoup. J'ai aussi vu beaucoup de tristesse dans le regard des cadres que j'accompagnais. J'ai accompagné des dirigeants avec des superbes salaires, mais c'était la grisaille tout autour et à l'intérieur même d'eux. Et puis même, je me suis dit, Agnella, imaginons que tu perces le plafond de verre comme eux, est-ce que t'as envie de ça pour toi? La réponse était clairement non. Donc quand c'est clairement non, est-ce que c'est pas le moment d'essayer autre chose? Et d'essayer autre chose, c'était monter dans un avion et puis on arrivait avec nos 9 valises avec un conteneur qui a mis 3 mois à arriver à Abidjan. J'exagère, 1 mois. Mais c'était long, c'était quand même long avec les péripéties locales, voilà. Et en fait, la Côte d'Ivoire, c'est une fabuleuse expérience au niveau de la patience, en fait. Ah, ça. Tout à fait. C'est la phrase. Je crois qu'en fait, l'univers, il doit tous se dire, tous ceux qui critères patience, il n'y a pas, venez en Côte d'Ivoire. Voilà. Il va y avoir un truc comme ça. Même jusqu'à présent, là maintenant, pour moi, ça fait 6 ans de Côte d'Ivoire. C'est toujours dur. Là, vous voyez, avec les problèmes d'électricité qu'on a, comme je vous racontais tout à l'heure, ma sœur, elle me dit, ça va, comment tu vis ça? Est-ce que tu vas survivre? Et je comprenais pas ce qu'elle me disait. Elle me dit, mais apparemment, c'est jusqu'à août. Mais reviens vivre en France. Et je dis, ah ouais, là, je réfléchis sérieusement. Non, mais c'est une expérience humaine incroyable, mais que je crois et que je pense nécessaire quand on a besoin de grandir humainement. En fait, et de ne plus être dans nos schémas aseptisés, tout bien fait, plus ou moins huilé, et que humainement il faut se challenger aussi par rapport à d'autres choses, d'autres réalités, et puis être plus patient, plus tolérant, mais sans perdre de vue l'objectif et ce qu'on est, et puis accompagner la vague, en fait. Voilà. Donc moi, ça m'a mis 2 années avant de me réadapter. Je sais même pas si aujourd'hui je peux dire que je me suis réadaptée. On va dire que je sais comment je suis, comment je fonctionne. Enfin, je me suis plus écoutée, disons, parce qu'en fait, je suis revenue en mode machine. C'est-à-dire que tous les conseils là que je donne tous les jours, là, les beaux conseils, même que je donnais à mes dirigeants, aux personnes qu'on accompagnait, les 2 premières années de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, je ne les suis pas appliquées. C'est-à-dire que je suis arrivée dans un environnement avec Agnella brute de plus de 12 années d'expérience, formatée France, Europe. Je suis arrivée comme ça et j'arrivais même pas, parce que je suis arrivée, j'étais manager d'une équipe, on se comprenait pas, quoi. Donc c'était compliqué. Et je me disais, mais je comprends pas, comment j'ai pu coacher, accompagner des cadres, et aujourd'hui j'ai une équipe, j'arrive pas à avancer avec elle, j'arrive pas à l'embarquer dans l'aventure. Mais c'est juste parce qu'à un moment, je ne me suis pas posée pour comprendre ce que chaque individu est dans cette équipe-là. Parce que les projets, comme on le dit, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes. Et donc, à un moment, on slow down, on s'arrête et puis on entend ce que sont les gens pour pouvoir les embarquer et s'assurer de ce que eux-mêmes, ils ont vraiment envie. Parce que des fois, ils savent pas eux-mêmes. Effectivement. Voilà, donc... Voilà, on va dire en synthèse, mais c'était ponctué de péripéties, juste pour vous dire. Je m'accrochais à des choses, mais vraiment la vie, elle est, je sais pas si on va dire magique, mais on vit des choses, on se dit, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Moi, je me disais, c'est pas grave, je vais aller en Côte d'Ivoire, au moins là-bas, il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas tout ça. Bon. Qu'est-ce qui m'arrive après 2 mois d'installation, alors que mon mari me disait, tu vas voir Abidjan, tous les week-ends, on sera à Sini.
Dès qu'on est arrivé, on a tellement travaillé, je lui dis, mais toi, c'est une grosse arnaque. C'est une arnaque, tu m'as arnaqué, j'ai même pas encore vu la mer. Franchement, c'est abusé. Moi, je repars. Et en fait, ce fameux week-end de mars, on est tellement fatigué qu'on n'a pas le courage de conduire jusqu'à Assy, en fait. Et donc, on se dit qu'on va aller à Bassam. Et ne connaissons pas très très bien Bassam. J'ai des souvenirs étant c'était cette enfant. période. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai des souvenirs enfants de Bassam. Et en fait, je dis à mon mari, mais écoute, on va proposer à mes parents parce que eux ils connaissent bien. Et puis comme ça va me rappeler mes souvenirs d'enfance. Et on embarque et puis on arrive, voilà, et on tombe en plein dans les attentats en fait de Bassam. Voilà. Donc ça, si c'est pas particulier quand même de se dire je quitte la France parce qu'il y a trop de terrorisme et tout ça, et que bim, le premier week-end où tu peux te détendre, tu es en plein dans des attentats. Bon, voilà. Donc tout ça, ça fait un peu exploser ce à quoi on s'accroche en fait, et on se dit, maintenant je m'accroche à quoi ? Voilà, je m'accroche à quoi ? Je suis là, je suis ici, et je vis pas si sereinement que ça cette aventure, parce que en France, je maîtrisais un peu, enfin plus ou moins, les valeurs, les piliers, le fonctionnement, les mécanismes. Et en fait, ici, déjà, mon équipe, ça fait juste 2-3 mois que je suis là, ça fonctionne pas. Le management, c'est compliqué, j'ai l'impression qu'on se comprend pas. Je m'accroche à quoi, en fait ? Bon, c'est vrai qu'il y a la famille. Bon, c'est bien la famille, mais bon, ça fait pas tout. Il y a tout un package aussi où on a besoin de retrouver son équilibre. Et je vais et viens comme ça pendant 18 mois, on va dire 2 ans, à me poser des questions, à me dire est-ce que c'est vraiment là ma place ? Comment est-ce qu'on peut se dire qu'on rentre chez soi et à ce point ne pas se sentir chez soi ? Ah, ça. C'est terrible. Parce qu'en plus, vous voyez mon accent, c'est un accent qui est naturel. C'est-à-dire que quand je prends l'accent ivoirien, il ne m'est pas naturel. Ouais. Et ça, c'est depuis même l'enfance. C'est-à-dire que moi, j'étais tellement... j'ai toujours parlé comme ça et j'en ai un peu souffert aussi, il faut le dire. Je me souviens, un jour, j'ai dit à mon père... je crois que j'avais pris un taxi et le taximan il m'a dit faut arrêter de choco, tu fais dans mes oreilles, ça me donne mal à la tête. C'est tellement violent. J'ai dit à mon père, papa, voilà ce qu'il m'a dit. Et mon père m'a dit, tu parles avec l'accent qui t'est naturel. L'environnement autour va s'adapter. Et dès qu'il a dit ça, ça a débloqué quelque chose en moi. Et juste pour vous dire, la société où j'ai été, je reviens toujours avec cet accent-là, l'assistante me présente au département, et puis il y a une personne qui crie à l'assistante, faut arrêter de choco, nous ici on parle pas comme ça. Et là tu dis, waouh, l'environnement c'est violent. À quoi va premier jour, et puis tu entends, oui, les blancs là c'est comme ça, et là tu te dis, mais attends, je regarde ma couleur, oui, je suis bien noire, mais bon, ok. Bon, après, il y a toujours les histoires de bounty qui reviennent. On se dit, oh là là, c'est quoi le truc ? Ici, je suis pas chez moi. Là-bas, je suis pas chez moi aussi. Même si, entre nous, j'y prêtais pas très attention. Moi, je faisais ce que j'avais à faire, en fait. Donc, j'en ai pas beaucoup souffert. C'est d'ailleurs peut-être ce qui m'a fait évoluer. Oui, parce que, il faut le dire, le cabinet où j'étais, il y avait pas beaucoup de blacks à être consultante, à faire ce que je faisais. Mais j'en ai jamais fait un complexe en fait. Pour moi je deal pas avec ça. Si les autres ils deal avec, ok, mais j'en fais pas un défi pour moi, donc j'avance. Voilà, je focus sur mes objectifs. Donc voilà, donc je rentre en Côte d'Ivoire comme ça, et puis ça me prend 2 ans, et puis ça va tellement pas que je recontacte mon ancien employeur. Et je lui dis, alors que j'avais démissionné, je lui dis vraiment là, moi je vais revenir. Parce que ça le fait pas, et puis c'est compliqué, c'est une période aussi où politiquement c'est pas très stable. Ça avait commencé, c'est c'est la guerre, faut revenir, c'est la guerre, c'est compliqué, reviens. Je dis d'accord, mais le salaire ce sera quoi ? Et là les filles, on me fait une proposition à près du triple du salaire que j'avais en étant en France. Wow. Pour le même job. Wow. Et je me suis dit, c'est quoi le truc ? Donc ça veut dire que quand j'étais là-bas, moi-même, j'avais pas conscience de ma valeur, en fait. Et il y a un déclic qui se fait en se disant, mais si tu es ici et maintenant, c'est qu'il y a une raison. Voilà, tu vas pas courir, repartir, on va te payer telle somme et puis faire de toi ce qu'on a envie. Et j'entends qu'il y a quelque chose à faire avec ça, mais en restant sur place. Et c'est de là que ce projet de se dire, mais il y a quelque chose à faire, parce que ce continent est riche, parce qu'il y a des ressources humaines, parce qu'il y a des matières premières, parce qu'il y a plein de choses, mais que en fait, peut-être que ça manque encore de conscience. Peut-être qu'on est là par mission et pas simplement
je dirais pas simplement, mais pour d'autres challenges. Ouais. Et là, vraiment, il y a mission qui arrive là et de se dire, cette valeur-là que tu n'as pas estimée en étant de l'autre côté de la mer, là, de l'océan, il est temps de t'ancrer dans ça. Et c'est de là que, avec mon employeur de l'époque, ça se débloque et on se dit qu'on va créer ensemble la raison pour laquelle ils m'ont recruté, c'est-à-dire créer un cabinet à valeur ajoutée pour accompagner les talents, les potentiels, et puis même tout ce qui est conseil, on va dire RH. Et là, je retrousse les manches et puis on y va. Et puis la vie fait que quand en fait cette société naît, qui est Agiloya Afrique, ça se passe très 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 mal avec mon ancien employeur. Enfin très très mal. En tout cas, ça se passe pas bien. Voilà, ça se passe pas bien. Moi, je dis très très mal parce que je l'ai vécu pas bien du tout. Mais avec le recul, toute chose est bonne parce qu'elle contribue à avancer encore plus, ou alors retourner vers ce qu'on est, en fait. Et que quand on sort du schéma de la victime, on arrête de se dire, c'est l'autre qui est méchant. Parce qu'en fait, quand on regarde avec de la distance, on se dit que l'autre a contribué à ce que moi, je me rende compte de ma valeur et que j'avance vers ce qui est prévu de toute façon pour moi. Et c'est ce qui s'est passé avec Agiloya Afrique. J'ai entendu un moment, tu veux forcer pour que ce soit porté par les autres parce que, voilà, tu te dis que t'as pas de courage. Rappelle-toi que tu t'appelles Agnella. Et en fait, Agnelle, c'est l'ange du courage. Donc, oui, bon, je sais pas, je dis ça comme ça, mais je le vis vraiment comme ça depuis. Ouais. Et puis voilà, avec ma folie, quelques anges autour, Agiloya est né, Agiloya Afrique, parce qu'on s'appelle Agiloya Afrique, dans la douleur, parce que c'est l'histoire d'un papa et d'une maman qui se séparent, en fait, finalement, et que la maman, elle se dit, je vais continuer à porter cet enfant, il est là, et je vais même pas l'appeler autrement, parce qu'il s'appelle déjà Agiloya Afrique, même si c'est pas moi qui ai choisi le prénom, parce que c'est vrai, c'est pas moi qui ai choisi ce nom, mais qui ressemble vraiment à cet enfant, on va dire, à ce projet, je vais continuer, parce qu'on a une histoire qui est commune. Tous les jours est un challenge, chaque heure est un challenge, même avec les coupures d'électricité qu'on a, n'est-ce pas? Petit clin d'œil à la CIE. Voilà. Mais juste pour info, ça c'est inédit. On n'a jamais vécu une certaine partie de la population ne connaît pas les crises d'électricité. Et du coup, ça choque un peu tout le monde, ça secoue un peu. On voit comment même ils se pètent dans la sous-région, qu'eux, ils n'ont pas de problème d'électricité, c'est eux qui donnent aux autres. On va aller là-bas, on va charger nos ordinateurs chez eux, on va aller là-bas. Voilà, donc c'est comme ça que naît cette aventure. Je fonctionne beaucoup à l'intuition aussi, parce que jusqu'à présent, l'intuition ne m'a pas trompée. Bien au contraire, quand j'ai essayé de mettre l'ego, le mental en avant, c'était compliqué. Et en fait, j'essaie vraiment d'entendre cette intuition et de mettre le mental et l'organisation au service de cette intuition-là. Donc, c'est un peu au day-to-day, mais quand même avec des basiques, on va dire, de l'entrepreneuriat. On va pas juste dire à tout le monde, allez, tout ce que vous sentez, allez. Mais quand même, aujourd'hui, moi, l'intuition dans cette aventure, c'est quand même 70%, 60-70%. D'accord. Ouais. C'est super intéressant, ce que tu dis. Je fonctionne comme ça. Je me laisse porter, en fait. Plus ou moins. C'est vrai que je suis un peu contrôle fric. Non, parce que certains, quand ils présentent ça, ils voient ça de manière très très rationnelle. Ouais, c'est hyper rationnel et il y en a qui ne parlent pas de leur intuition alors qu'on sait que l'intuition guide quand même pas mal de décisions et même au quotidien. Moi, c'est beaucoup l'intuition parce que, en tout cas, cette aventure-là, à chaque fois que je n'ai pas écouté l'intuition, j'ai payé. Douloureusement. Et quand je l'écoute, c'est plus fluide. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui est personnel, Je dirais pas que qu'il faut faire ça en général. Mais, j'essaye, en tout cas, de l'écouter. Après, c'est pas facile, on n'a pas été élevé comme ça. Ah, pas du tout. On n'a pas du tout été élevé comme ça. Il faut être rationnel, c'est le mental, il faut justifier, il faut expliquer, il faut matérialiser, il faut. Bon, après, on est plombé par toute cette somme de il faut, quoi. Moi, je pense que, des fois, il faut avoir le courage aussi de laisser le mental dans sa boîte crânienne. Le mental est utile, mais l'intuition aussi l'est. Voilà. Et de retrouver un équilibre. C'est une autre dimension, là. Là, c'est plus RH, Là, c'est autre chose. C'est en lien avec ta personnalité. Hashtag spiritualité, là. Là, mais bon, je sais que c'est pas pour ça qu'on se... Non, pas du tout. Enfin, on se voit aujourd'hui. Non, on parle de toi, de tes croyances, de tes valeurs. Moi, c'est complexe, Non. Je me découvre tous les jours. Écoute, ça fait partie du jeu de la vie, on va dire. Donc, quelle aventure. Ouais. Et puis, voilà, une start-up comme Agiloya,
entrée dans Covid comme beaucoup d'autres startups. Voilà, sur un plan rationnel, on se dit mon Dieu, c'est la fin du monde, comment on va faire? Et puis sur une dimension un peu plus spirituelle, on se dit hey, on t'a dit que c'était une mission, non? Fais-nous confiance. Et puis on se laisse porter. Et puis quand on écoute, on voit que ouais, ça marche quand même. C'est fou, hein, mais ça marche. Donc c'est toutes ces raisons pour lesquelles vraiment je vous partage qu'aujourd'hui, et depuis cet événement de Bassam, j'allais dire incident, mais événement, il y a beaucoup de messages en fait qui arrivent comme ça. Et ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'essayer d'utiliser toute cette somme de connaissances et d'informations, et je sais pas si on va parler de dons, mais c'est-à-dire que dans l'accompagnement par exemple que je fais, c'est pas que la boule de cristal. Il y a des messages qui arrivent, mais on va utiliser des outils avérés, c'est-à-dire des outils scientifiques, des questionnaires de personnalité, de motivation, des tests d'aptitude qui sont créés par des scientifiques pour voir les corrélations et puis aller sécuriser, on va dire, les choses. Et ce qui est fou, c'est que ça se rejoint. Après, je vous dis que on nous a éduqués d'une certaine façon, les parents ont fait au mieux de ce qu'ils pouvaient, et d'ailleurs, je pense que nous aussi, on a à faire au mieux de ce qu'on peut. On n'a pas la réponse à tout. La vie, c'est ça, et c'est aussi d'accepter ça, si c'est pas facile, tous les jours. Mais quelque part, oui, les réalités, elles peuvent se retrouver. Enfin, on peut... c'est pas incohérent, je veux dire, d'écouter son intuition et puis de mettre en place les best practices qu'on a appris au service de cette intuition-là. Je sens en mon cœur, en mon âme qu'il y a quelque chose à faire. Ce message n'arrête pas de revenir, c'est insistant, je sais pas d'où ça vient, et c'est sûr, c'est pas mon mental. Bon, d'accord, si j'écoute ce qui se passe, et que, plan d'action pour ça, qu'est-ce qu'il faut définir, comment définir le projet, quoi mettre en place, quels outils utiliser. En général, ça fonctionne, hein. En tout cas, moi, mes clients cobayes, et je les remercie dans les accompagnements. Je lève la main parce que j'en suis une. Un peu, moi aussi, tu vas valider. C'est vrai. Ça marche. Ouais, non, ça. Après, on est tous, comment dire, finalement, le premier responsable de son aventure. Hein. Ah oui. Il faut pas la remettre entre les mains d'une autre personne. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent aux personnes qui viennent nous rencontrer chez Agiloya Afrique, on va vous accompagner, mais en fait vos réponses vous les avez. Moi je me souviens d'un entretien où j'ai rencontré une personne qui m'a dit on m'a dit qu'il faut que je vienne vous voir, Je me suis dit mais je suis gourou, c'est quoi? Enfin bref, elle m'a dit qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que je devrais faire? J'ai dit ah là ça va mal commencer parce que en vérité je pense rien du tout. Mais je ne pense rien. C'est vous en fait qui avez vos réponses. Simplement vous savez plus les entendre. Donc moi je vais être là pour vous accompagner à recreuser en fait et à réentendre les choses et puis trouver un chemin, vous accompagner dans votre cheminement en fait. Mais les réponses vous les avez, je peux pas les avoir pour vous parce que moi j'ai déjà affaire avec mes 1000 personnalités quoi. Enfin voilà. Mais d'ailleurs je suis curieuse parce que depuis tu parles de spiritualité, de connexion avec toi, mais qu'est-ce que toi tu fais pour toi et pour prendre son temps, parce que t'es entrepreneur, t'as ta vie de maman, t'as ton mari à gérer et d'autres choses encore. Donc comment tu fais au quotidien pour... On avait dit à question piège. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux pas répondre? Ça en fait partie. Mais en vérité, moi je suis et puis il faut pas avoir peur de le dire, je suis un cordonnier très mal chaussé. D'accord. Ah oui, je suis mal chaussé. Et bon, je vais assumer de le dire parce que je suis aussi être humain et que j'ai des qualités, j'ai des défauts, j'ai mes limites. Vous savez, quand on est dans l'accompagnement, même s'il y a de l'empathie, on ne vit pas ce que la personne est en face vit. Donc il y a moins d'émotions, il y a plus de distance. Et donc on va voir peut-être certaines choses de façon plus lucide que quand l'autre est baignée dans ses émotions, elle ne voit pas, elle ne ressent pas. Donc c'est la même chose pour moi. C'est-à-dire que moi-même, je me suis fait accompagner. Enfin, vous pensez bien qu'on me donne encore des conseils. Une fois, j'ai une partenaire qui m'a dit « Moi, ça me fait rire. » J'avais perdu ma voix. Elle me dit « Ça me fait rire, ces coachs qui perdent leur voix. » Ben oui, mais j'ai envie de dire c'est l'humanité. Normal. Et encore heureux parce qu'on vit tout ça pourquoi? Pour se recentrer à la fin de la journée, en fait. Donc ce que j'essaie de faire quand je sens dans mon corps là que c'est limite et que c'est borderline, de me dire c'est chaud, ou alors j'entends que je vais aller jusqu'au bout de mon chaud là, c'est-à-dire que le corps va craquer, ou alors il va se passer quelque chose et je vais devoir me réajuster.
Voilà, mais moi aussi j'ai mes limites, moi aussi je suis un cordonnier mal chaussé, moi aussi je suis beaucoup dans, je fais ce métier parce que j'adore accompagner, j'adore servir, j'adore trouver des solutions. Au bout d'un moment, quand le téléphone il sonne tout le temps, le mail, plein de mails, voilà, je suis en apnée comme tout le monde. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de se mettre en place une routine maintenant qui permet de se recentrer, de respirer et de se connecter aux enfants et puis voilà, d'entendre les warnings qui arrivent petit à petit, quoi, pour repartir dans l'aventure et puis faire au mieux de ce qu'on peut. On fait au mieux de ce qu'on peut. Donc s'écouter. S'écouter, s'entendre. Mais quand on s'écoute et qu'on s'entend et qu'on essaie de le faire... Bon, même si on s'écoute pas, le corps va s'occuper de nous. Ah, ça nous rappelle. Ah, ça. Les tu m'as pas écouté. Mais attention, tu vas vivre un burn-out. Bon, peut-être que j'ai besoin vraiment de le vivre et puis voilà. Et puis c'est ok. Je veux dire, la vie, elle est déjà assez challenging pour s'en rajouter. S'il faut vivre vraiment l'expérience de la douleur, on va la vivre. Et puis on va en tirer des leçons au bout d'un moment. Enfin, au bout d'un moment, parce que voilà. Enfin. Donc voilà. Donc oui, dans l'entrepreneuriat, dans toute chose, dans la vie professionnelle, même dans la vie personnelle, parce qu'aussi c'est important pour moi, mon conjoint, de vraiment, de porter nos enfants. C'est un sacré challenge en tant qu'entrepreneur. On est 2 à être entrepreneurs. D'ailleurs, on était très fous. Si on écoute la raison, en général, il y en a un quand même qui s'oppose quelque part. Mais comme on veut aller expérimenter la folie, on est parti dans ça. Et puis on vit cette folie. Et puis tous les jours, on se dit, quand même, hein. Ah bon, quand même. Mais bon, le tout, c'est d'avoir conscience et de se dire, bon, ok, c'est un choix. Ben, tu vas vivre des choses en conséquence de ce choix. Et on essaie quand même d'accompagner les loulous, d'être à l'écoute de leurs besoins. On essaye du mieux qu'on peut d'en faire des enfants heureux. Je pense qu'ils sont pas trop à plaindre. Voilà. Diront pour plus tous tard. ceux qui verront mon Instagram. Mais oui, plus tard, je vois qu'il y a des choses qui vont arriver. Mais on vit l'instant présent. Voilà. On va déjà vivre aujourd'hui, là, qui est déjà un présent et donc qui est un cadeau. Franchement, quand je les vois, je me dis, bon, il y a pire comme vie. Ça va, c'est pas trop dur. Ça a l'air d'être ok. Et puis voilà, même si je ne peux pas passer tous mes mercredis après-midi avec mes enfants, si c'est qu'1 heure dans la journée, ce sera 1 heure de qualité. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment dernièrement que je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce qui est important pour toi ? Tu as bien refusé de te sacrifier professionnellement en France parce que le travail pour toi, c'est une réalisation. Ouais. Mais accepte-le. Enfin, vis-le comme si c'est ok. Et puis bon, voilà. Et c'est comme le chauffeur de taxi qui dit, tu choques trop. Mon père qui dit, les gens vont s'habituer. Mais les enfants, c'est la même chose. C'est vrai. C'est la même chose. Enfin, on fait au mieux de ce qu'on peut. Et du coup, en parlant des enfants, comment vous avez géré, vu que, ils sont nés en France, comment vous avez géré pour l'installation, que ce soit la santé ou l'éducation, ça coûte hyper cher ici? Ah, ça coûte cher, oui. Ouais. Ça coûte très cher. Là, même, tu me parles de ça, j'ai une échéance de scolarité pour mon fils, là, merci. Là, mon pouls doit monter à je sais pas combien d'un coup, là, maintenant. Donc, pour les parents qui veulent s'installer, on vous dit, c'est pas donné. C'est pas donné du tout. C'est pas du tout donné. Après, il n'y a pas de système idéal. Moi, je ne crois pas que ça existe. Il y a des systèmes où on va se retrouver à peu près. Se dire que nos enfants sont une priorité pour nous, oui. D'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, on se saigne pour qu'ils aillent dans des écoles qui permettent des fois, on trouve que même elles sont un peu overpaid, mais aujourd'hui, c'est ça, donc on fait comme ça. Et puis on prend et on se dit, c'est déjà pas mal. Mais oui, non, c'est hyper cher. Et puis nous, on est entrepreneurs, on n'est pas sous des contrats expatriés, avec des avantages qui prennent en charge la scolarité des enfants. Donc, en fait, je pense que quand on est de l'autre côté, c'est de se dire, ok, je reviens en tant qu'expat ou je reviens en tant que local et que, je négocie pour avoir un salaire et dans ce salaire, il y aura tel budget à tel montant et je vais négocier aussi mon salaire en fonction de ça. Voilà. Là, en ce moment, on fait des accompagnements à l'installation en Côte d'Ivoire, de façon plus large sur le territoire, sur l'Afrique. Et en fait,
une installation, c'est des réalités qui doivent se rencontrer, en vérité. Si ta réalité, en étant en France, c'est de vouloir gagner comme tu gagnes, je sais pas, je vous dis une bêtise, 5 millions, de vouloir avoir des avantages et tout ça, aujourd'hui, le marché, en moyenne, n'est pas trop prêt pour ça. Moi, je vous dis, en tant que cabinet, on nous recrute même parce que certaines structures internationales, elles cassent les contrats expatriés. Donc, conscient de cette réalité, est-ce que vraiment je suis prête à ça? Faut pas venir vivre un rêve. Partout, c'est la réalité, en fait. Et donc, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je viens chercher, en fait? Et moi, je me suis pas assez posé la question, hein. C'est pour ça que j'ai vécu 2 années douloureuses. Parce qu'en fait, la vie s'est chargée de moi. En fait, tu es venu pourquoi? Tu es venu pourquoi? Tu es venu pour être salarié, tu es venu pour entreprendre, tu es venu pour gagner ta vie, tu es venu pour je sais pas, pour impacter, mais tu peux pas impacter sans écouter vraiment les autres. Enfin, intéresse-toi aux autres. Ça, je parle de mes équipes. Tu peux pas juste arriver avec je suis celle qui a la solution à tout. C'est pas vrai. Personne t'attend, en vérité. Personne t'attend. Merci, dire plus parce fort, que s'il te ça, plaît. là, les gens l'oublient, hein. Voilà, merci. Mais pourquoi les gens vont t'attendre, même? Ça, c'est un rêve. Il y en a qui pensent, hein. Mais c'est un rêve. Et puis, pas une bonne idée de se dire, je viens parce que je vais apprendre je vais transmettre aux autres ce que j'ai appris. Ça, là, c'est après. Une fois que, t'as trouvé, des choses qui, toi, vont te nourrir, en fait. Qu'est-ce qui va te nourrir, en fait? C'est plus ça. De quoi est-ce que tu as besoin et que ce continent va véritablement t'apporter avant de dire, moi, j'arrive pour apprendre. Parce que ça, là, tu vas arriver, de la façon dont tu vas arriver vite, là, tu vas vite repartir. et en fait, mais il y a 3 ans, la diaspora, c'est 60% de personnes qui repartaient. C'est vrai? Oui, bien sûr. 60% d'échecs, enfin, d'expérience. Pas d'échecs, mais d'expérience. Ah, ça, je savais pas. Ah si, les gens se prenaient des claques. Ah bah. Sacré claque. Mais imagine, c'est comme t'arrives, tu sautes dans un fauteuil, le fauteuil a plein d'épines. Ouah, tu ressors. Non, en fait. Parce que personne t'attend. Par contre, si toi, tu es convaincu que il y a quelque chose à faire pour toi, que tu vas te nourrir de telle et telle expérience, c'est gagnant-gagnant. Et le gagnant-gagnant, ça passe par la pleine conscience de oui, mais en fait, je viens pourquoi? C'est surtout ça, je viens pourquoi? Voilà. Après, la réponse, elle est personnelle et individuelle. Moi, j'ai pas la réponse pour les autres. Ouais. Voilà. Je pense que sur ces belles paroles, on peut clôturer La première partie. Ouais. Bon, c'était nous sur Madame Attrape ton cœur. Merci d'avoir écouté la première partie de l'épisode Le travail remettre l'humain au centre avec Agnella. Nous espérons que l'épisode vous a plu et vous invite à écouter la deuxième partie de la discussion. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis ou partager vos expériences sur nos comptes Facebook et Instagram ou à nous contacter par email à madameattrapetoncoeur@gmail.com. Prenez soin de vous, à bientôt.